Bonjour à tous, je suis Clément Tampiamonda de Cashbee, je suis directeur commercial et aujourd'hui je serai en compagnie d'Arnaud, un des cofondateurs notamment de Matisse, qui va nous donner un petit peu plus de contexte, notamment sur le marché de l'art, malgré ce contexte géopolitique qui est incertain. Je vais laisser Arnaud se présenter et je vous Bonjour expliquerai Clément. juste par la suite le détail de cette présentation. Bonjour Clément, merci beaucoup pour ton invitation, Cashbee et toi-même. Et je profite de mon arrivée dans ma chambre d'hôtel à Milan pour vous dire qu'il fait beau ici. Et ça me fait plaisir pour tous ceux qui sont à Paris et en région, pour vous dire eh bien, qu'il fait meilleur ici. Et c'est un bon moment pour moi de vous partager quelques inputs sur le marché de l'art, effectivement. Avant ça, peut-être me présenter, peut-être rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Matisse, une société qui a pour ambition de proposer à des clients particuliers, des professionnels du patrimoine, la possibilité d'investir dans le marché de l'art, d'investir à haut niveau sur des artistes blue chip, des artistes fondamentaux du XXe siècle, alors à partir de 20 000 euros, on investit à partir de 20 000 euros, mais sur des œuvres entre 500 000 et 5 millions d'euros pour la plupart d'entre eux. Et l'idée est de se constituer un portefeuille d'investissement avec 100, 150 000 euros par exemple, mais qui pourrait agréger entre 15 et 20 millions d'euros. Voilà. Qui auraient été probablement inaccessibles à moins d'avoir ces 15 millions d'euros, ce qui n'est pas mon cas. Peut-être que ce n'est pas encore votre cas. On va travailler à ce que ce soit. Maintenant que ces présentations sont faites, si tu veux, Clément, je peux commencer la présentation rapidement du marché de l'art avant de parler de notre contexte qui nous intéresse particulièrement, qui est le marché de l'art et la façon dont il va réagir en période de crise. Bien, écoute Arnaud, en tout cas, pour toutes les personnes qui sont présentes pour ce webinaire, on va partir sur un format d'environ entre 30 à 40 minutes auquel vous pourrez poser vos questions tout au long du webinaire. Et l'idée, c'est que ça soit pas forcément très descendant, mais que ça soit collaboratif sur cet échange-là. Donc, n'hésitez pas, on lit vos questions en temps réel. On pourra les poser à Arnaud sans aucun tabou sur le marché de l'art qu'il maîtrise parfaitement. Je te laisse du coup la main, Arnaud. Merci beaucoup. Donc, je rappelle le thème, le marché de l'art, évidemment, la valeur de refuge dans un contexte géopolitique incertain. Tu l'as rappelé, on vit d'un contexte politique, économique, social qui est chahuté. C'est pas nouveau. Ça fait quelques années que ça dure et c'est intéressant de se poser la question comment est-ce que le marché réagit face à ces turpitudes. Avant ça, ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement le marché de l'art, parce qu'on a souvent tendance à parler du marché de l'art, mais comme on parlerait de l'immobilier, du marché de l'immobilier, mais personne pense au marché de l'immobilier de manière globale, mondiale. On parle du marché de l'immobilier de manière toujours plus locale, qu'il soit parisien, qu'il soit bordelais ou qu'il soit celui d'une région ou de l'immobilier locatif. On dit souvent qu'il manque des logements en France, etc. Mais on parle rarement du marché de l'immobilier en confondant les villes de New York et celles du Mans. Eh bien, pour le marché de l'art, c'est la première erreur qu'on fait, c'est parler du marché de l'art de manière globale. Mais je vais vous segmenter ce marché dans un premier temps et vous dire de quoi nous parlons. Ensuite, je vous parlerai effectivement du marché et de sa résilience. Vous le verrez, c'est assez frappant pendant ces périodes de crise. Si vous avez envie, ce qui n'est pas obligatoire, on pourra parler de l'art dans une allocation patrimoniale, se poser la question de comment est-ce qu'on investit. Les questions arrivent dans ce petit cadre, mais comme l'a rappelé notre ami Clément, eh bien, je vous invite à les poser tout au long de cet échange. Ça me fera plaisir de rebondir sur vos questions, ça sera plus interactif. D'accord ? Alors, d'abord, le premier chiffre qui est le plus surprenant sur le marché de l'art, c'est le chiffre de 60 milliards de dollars, qui est le même chiffre depuis plus de 25 ans en réalité. On fait partir ce graphe sur la partie gauche, cet histogramme de 2006 à nos jours. On a 20 ans de turnover, donc de produits de vente aux enchères. On aurait pu mettre 20, 25 ou 30. Globalement, on a les chiffres les plus bas en moyenne de 55 milliards et les plus hauts de 65, 67 milliards. On a deux extrémums, deux minimums qui sont en 2009 de 40 milliards et en 2020 de 50 milliards. On reviendra pourquoi. Mais surtout, ce que m'intéresse qui va vous montrer dans ce tableau, c'est que si le monde entier a changé et que le prix de la baguette de pain a fait x3 en 15 ans, eh bien, le marché de l'art a le même volume transactionnel en valeur annuellement.
Et ça, c'est tout à fait curieux. C'est un marché d'une immense stabilité. Alors, c'est un marché économique. C'est pour ça qu'on passe de 60 à 65 milliards, de 60 à 55 milliards une année sur deux. Pour ceux qui n'arrivent pas à voir les chiffres, je vous les montre. En 2006, on est à 55 milliards. En 2007, on est à 65 milliards. En 2008, on est à 62 milliards, etc., etc. Globalement, on a cette oscillation de plus 10%, moins 10%, qui est lié au fait que c'est un marché économique, ce n'est pas un marché financiarisé. Donc, il suffit que, par exemple, il y ait la vente d'un tableau de Léonard de Vinci à 500 millions de dollars. Eh bien, évidemment que ça va avoir une incidence sur le marché. Et comme Léonard de Vinci a fait 20 tableaux, mais qu'il n'y en a qu'un seul en collection privée dans le monde, eh bien, si l'année suivante, ce tableau n'est plus là, eh bien, ça sera 500 millions de dollars de moins pour le marché l'année suivante. Voilà. Donc, ça explique ces petites oscillations, mais un marché d'une très grande stabilité en 25-30 ans, un marché qui a très peu bougé. Vous regarderez, je vous ai dit, je reviendrai un petit peu plus tard, on peut commencer maintenant, mais ça vous donnera des idées pour la suite. En 2009 et en 2020, vous voyez que vous avez un chiffre d'affaires qui a dévissé. Alors, il faut le prendre un petit peu comme pendant le Covid, comme le marché de l'immobilier pendant le Covid. On a parlé d'un marché de l'immobilier qui avait baissé. En réalité, si vous êtes parisien et que vous achetez de l'immobilier dans le 2e arrondissement, il n'y en avait pas avant, il y en a un peu après et il n'y en a pas pendant. Ce n'est pas que le marché a véritablement baissé, c'est qu'il n'y avait pas de biens à vendre. Maintenant, si on fait un peu de sociologie, vous êtes un collectionneur, vous avez un tableau à 3 millions d'euros, c'est la période du Covid, les collectionneurs ne peuvent pas venir en salle, ils ne peuvent pas voir les œuvres, comme on ne pouvait pas visiter les appartements, eh bien, vous pensez bien que ce n'est pas le meilleur moment pour vendre. Et comme ces gens qui ont des tableaux à 1, 2, 3, 4, 5 millions d'euros, ce n'est pas les plus pressés pour vendre, eh bien, tout simplement, ils ont opéré une rétention, d'accord, des œuvres. Il n'y avait pas d'offres sur le marché. Donc, la baisse du chiffre d'affaires, elle n'est pas liée à une baisse de la valeur des actifs en totalité, mais plutôt à une baisse transactionnelle. Donc, tous les ans, on a à peu près ces 60 milliards. Et quand l'année suivante, eh bien, les marchés se portent un petit peu mieux, eh bien, on voit un marché qui se réarbitre. Prenons l'exemple de 2019, on est à 64,4 milliards d'échanges en année 2009, en 2019. En 2020, on tombe à 50 milliards, donc c'est la crise de 2009, 2019, ça se fait toujours avec une année de rebours comme ça. Et puis en 2021, en 2020, pardon, et en 2021, on revient au chiffre de 2019, puisqu'on revient sur le chiffre de 65,9 milliards, 1 milliard de plus, pas grand-chose. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la baisse est compensée tout de suite l'année suivante. Eh bien ça concerne un peu plus de 40 millions d'objets qui sont vendus tous les ans. Voilà, il y a plus de % d'objets qui ont été vendus en 2025, mais ce n'est pas un chiffre qui est significatif. Ce qui est intéressant, c'est de dire qu'il y a 60 milliards de transactions, que c'est un marché qui ne bouge pas et que ça concerne 40 millions d'objets. Un chiffre qui est intéressant, c'est la hausse des œuvres, du chiffre d'affaires du produit de vente sur les artistes impressionnistes et modernes, en règle générale. Le marché de l'art, on va le segmenter de la façon suivante, et c'est très contre-intuitif. Une œuvre sur deux qui est vendue dans le monde a été réalisée par un artiste après 1945. On appelle ça la période contemporaine, d'accord? Donc, on a la période impressionniste qui commence en 1874 avec Impression Soleil Levant, ce tableau que vous connaissez bien sûr, qui est le chef-d'œuvre de Monet, qui est le début des grandes œuvres impressionnistes. Donc, 1874, on a Impression Soleil Levant, on avance jusqu'en 1905, c'est la période impressionniste et post-impressionniste. 1905, c'est la grande période des avant-gardes, c'est Matisse, Derain, Vlaminck, et jusqu'en 1945, on appelle ça la période moderne. Et à partir de la période post-war et d'après-guerre, 1945 jusqu'à nos jours, eh bien, on parle d'art contemporain. Ce qui est intéressant, c'est quand vous voyez les chiffres, vous avez 55% des œuvres qui ont été réalisées à partir de 1945, 25% des œuvres qui ont été réalisées dans la période moderne, d'accord? Donc, je rappelle, entre 1905 et 1945, et 12% des œuvres qui ont été vendues entre 1874 et 1905. Ce qui est intéressant, et c'est très contre-intuitif, c'est que le marché de l'art, c'est un marché essentiellement du XXe siècle.
Alors, ça s'explique. C'est parce que, tout simple, enfin, il y a plein de raisons, mais une des raisons principales, c'est que, eh bien, on a affaire à des artistes qui ont beaucoup produit à cette période-là, d'accord? Et puis, il y a eu un boom du nombre de collectionneurs, il y a eu un boom du nombre d'artistes, mais c'est aussi des artistes sur lesquels il y a beaucoup de volume, beaucoup de valeur. Il y a un marché qui s'est organisé durant cette période post-industrielle, industrielle et capitaliste que nous vivons aujourd'hui, d'accord? Donc, retenez qu'on a un marché qui pèse 60 milliards de transactions annuelles et qui est essentiellement soutenu par un art dans le XXe siècle. Vous retenez ça parce que c'est important par la suite et vous verrez bien que si vous vous intéressez au marché de l'art comme un investissement, acheter de l'art ancien, bah malheureusement, et c'est très contre-intuitif, je vous l'accorde, on aura affaire à un marché avec peu de sécurité, peu de liquidité, peu de volume, peu de valeur. D'accord? Donc, un marché à moins de 8% du marché de l'art mondial, c'est un marché avec peu de transactions et donc, par conséquent, peu de liquidité. Autre chiffre qui est intéressant, c'est le segment des œuvres à plus de 10 millions d'euros entre l'année dernière et aujourd'hui, mais c'est une tendance qui se poursuit depuis ces dernières années. On a une augmentation de 30%. Alors, c'est une augmentation énorme qui est liée à des œuvres extraordinaires qui sont passées en vente, mais globalement, les œuvres à plus d'1 million et plus de 10 millions augmentent dans la part du chiffre d'affaires global de ce marché. Et ça, c'est très intéressant. En période de crise, les collectionneurs préfèrent sécuriser leur cash à travers des investissements plus sûrs. En d'autres termes, ils préfèrent acheter une œuvre de Picasso ou de Warhol que d'acheter et de parier sur le marché d'un jeune artiste contemporain sur lequel le temps n'est pas encore passé. Alors, le marché de l'art, c'est un marché beaucoup plus démocratique qu'on peut ne le penser. Vous avez 78% des œuvres dans ce marché qui s'échangent à moins de 1000 dollars. D'accord? Donc, 8 œuvres sur 10 sont vendues à moins de 1000 dollars. Vous avez 94% des œuvres qui sont échangées dans le marché de l'art mondial qui se vendent à moins de 50 000 dollars. Donc, on a un marché qui est on vit dans un enfer d'objets, comme disait Raymond Hins. C'est la majorité des 40 millions de transactions annuelles. Vous avez 94% de ces œuvres, d'accord, qui se sont vendues à moins de 50 000 dollars. Et évidemment, comme on a affaire à un marché avec un Pareto exacerbé, j'allais dire, eh bien, vous voyez que ces 94% de volume eh bien, représentent simplement 13% du marché de l'art mondial. A contrario, quand on regarde le volume faible et la valeur haute, vous avez les œuvres à plus de 1 million de dollars qui représentent plus de 60% de la valeur mondiale, mais de moins de 1% du volume transactionnel. Ça sera typiquement votre target si vous êtes investisseur. Évidemment, on s'intéresse au marché de l'art pour des raisons artistiques, sociales, mais également pour des raisons financières. Et on le verra en période de crise, on a affaire à des collectionneurs qui ont plutôt tendance à se diriger vers cette classe d'actifs, ce qui explique le plus 30% en valeur dans le segment des œuvres à plus de 10 millions de dollars. Okay, tu me dis hein, si je ne suis pas clair ou si je dois préciser certains points ou si tu as des questions, surtout tu m'interromps. Yes, il n'y a pas de questions pour l'instant. Un marché de vente, un marché plutôt équilibré entre les ventes aux enchères et les ventes publiques, d'accord. On a 2 tiers des transactions qui se font en marché privé et 1 tiers qui se font en vente publique. Je vous rappelle, les ventes publiques, ce sont les commissaires-priseurs, c'est Sotheby's, c'est Christie's pour le géant, j'allais dire les géants français, puisque l'un appartient, évidemment, géant américain et géant britannique, mais l'un appartient à Pinault, à François Pinault, et l'autre à Patrick Drahi. Les Français sont leaders mondiaux sur cette sur la gestion de cet investissement dans cette classe d'actifs. C'est lié à de l'expertise et puis on a eu la chance de régner, j'allais dire, sur le monde ces 350 dernières années, ce qui nous a, après les Espagnols et les Italiens avant nous, eh bien, ça nous a permis à avoir beaucoup d'œuvres d'art et de cultiver un œil, d'avoir une expertise et on est probablement parmi les meilleurs spécialistes du monde et c'est pour ça qu'on a un intérêt dans un monde du luxe aussi. Vous voyez toutes les fondations, Paris est la ville où il y a plus de galeries par mètre carré.
Ouais, pour vous donner une idée. Donc, vous avez 35%, vous avez un gros tiers des transactions qui se font en vente aux enchères, les officiers du ministère public, les commissaires-priseurs, c'est comme des notaires, adjugent, étape du marteau pour marquer un prix, la vente est actée, ça c'est un tiers des prix. Ce qui est intéressant, c'est que, et ça n'y était pas, on n'avait pas ça il y a 10 ans, c'est que c'est que les ventes aux enchères en fait, se sont concentrés ces dernières années sur des ventes privées. Alors, des ventes privées, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des ventes de gré à gré. C'est-à-dire que vous allez voir un galeriste, vous dites, bah, tiens, cette œuvre m'intéresse, vous opérez une transaction, eh bien, vous avez une opacité de la transaction, d'accord? Mais les ventes aux enchères se caractérisaient par une grande transparence des transactions. Les prix sont publics, vous y avez accès, moi aussi, il faut-il savoir où aller les chercher, mais ils sont publics. Et ce qui est tout à fait curieux, c'est que, et on le redisait tout à l'heure, quand on est en période de crise, eh bien peut-être le risque de la vente aux enchères, d'avoir un lot qui est invendu ou d'avoir un lot qui se vendrait peut-être un petit peu moins bien, eh bien est un risque que des grands collectionneurs ne veulent pas prendre. Et ils ne veulent pas prendre, et donc ils vont se tourner vers les ventes aux enchères, les sociétés de vente aux enchères, pour leur demander d'opérer des transactions privées. Et ces transactions privées, elles représentent quand même 7% du marché de l'art mondial au sein des ventes aux enchères, d'accord? Donc vous faites le ratio, c'est peut-être un tiers du chiffre d'affaires de la vente aux enchères qui est en réalité des sociétés de vente aux enchères, qui est en réalité des deals privés. Et ça, c'est très intéressant. Ça montre qu'il y a une méfiance sur, ou alors soit il y a une méfiance j'allais dire, du prix potentiel de l'adjudication de la part du collectionneur, soit il y a une volonté du collectionneur de marquer un prix qu'il va pouvoir contrôler. En d'autres termes, on a affaire à des gens qui vont vendre, qui ont le temps de la vente, et ils préfèrent dire, eh bien, je vous confie mon tableau pour vente, vous avez 3 mois, 6 mois, 1 an pour le faire, mais par contre, je veux tel prix. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là que ça va être fait. Justement, Arnaud, il y avait une petite question Oui. sur ce sujet-là. Est-ce qu'il faut privilégier, selon toi, des œuvres majeures ou faut diversifier selon l'artiste, la période, les supports aussi utilisés? Alors, de toute façon, moi j'ai envie de vous dire, et tu vas être le premier à me puisoyer, j'imagine, c'est que la diversification, c'est le Oui. maître mot d'un portefeuille bien équilibré. Dans le marché de l'art, c'est la même chose. Après, le marché de l'art, c'est un marché qui est tout à fait, on va plutôt l'assimiler à une sorte de private equity, hein. En gros, vous investissez dans l'œuvre d'un artiste et puis vous le revendez, et entre-temps, est-ce que la cote a monté ou est-ce que vous avez acheté dans de bonnes conditions pour pouvoir le revendre dans de bonnes conditions? Ça, eh bien, vous ne prenez pas tout à fait le même risque lorsque vous achetez un tableau de Picasso à 2 millions ou à 5 millions, un tableau de Magritte ou une œuvre de Cy Twombly en millions d'euros, que lorsque vous achetez une œuvre d'un jeune artiste. La chose étant qu'aujourd'hui, même les jeunes artistes, lorsqu'ils intègrent des galeries qui sont importantes, vous allez quand même dépenser 10, 15, 20, 30 000 euros pour des artistes qui sont relativement jeunes en réalité. Et ça me paraît être un niveau de risque qui est quand même énorme, en tout cas qui, moi, ce n'est pas un risque que personnellement je prendrais. Je ne mets pas 30 000 euros sur l'œuvre d'un artiste en espérant que demain le marché va évoluer et en me disant qu'au moment où je l'achète, je parie sur son augmentation future parce que fondamentalement, combien ça vaut? Je n'en sais rien. Pour qu'une pièce d'un jeune artiste, tout le monde soit d'accord de dire qu'elle vaut 30 000, eh bien, il faut que l'œuvre qui a été vendue par un marchand d'art passe en vente aux enchères et que le marché, vous savez, Adam Smith comparait en son temps la main invisible avec le marteau du commissaire-priseur. Il y a une place de marché qui s'instaure, il y a un acheteur, il y a un vendeur, on tape et on sait qu'à ce moment-là, l'œuvre vaut tant. D'accord? Et ce n'est pas une hirondelle, c'est pas une hirondelle qui va faire le printemps. Il va vous falloir toute une volée d'hirondelles. Donc, il va vous falloir beaucoup de résultats de vente aux enchères pour être capable de dire, eh bien, il y a un marché secondaire, il y a des prix. Et à ce moment-là, vous savez combien ça vaut. Il y a énormément d'artistes, et c'est l'immense majorité des artistes qui ont un marché primaire, mais qui n'ont pas de marché secondaire. Et ça, c'est un niveau de risque que vous seul êtes capable de prendre. Moi, ce n'est pas le mien, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que votre plus-value la plus importante, vous la ferez sur des jeunes artistes.
C'est-à-dire que vous savez que tel artiste, vous avez de l'information, qu'il va rentrer dans des grands musées, qu'il va rentrer chez des grands collectionneurs, etc. Vous avez acheté cette œuvre-là pour 5 000 euros. Bon, aujourd'hui, ça en vaut 200. Mais combien de temps? Et il est arrivé, on pense à des artistes comme Alexis Raël, par exemple, qui ont été achetés un artiste, Alexis Raël, je crois qu'il doit être né en 86, lorsqu'il vendait ses premiers tableaux vers une trentaine d'années dans la galerie Almin Reich, c'est des tableaux qui valaient déjà 20 000 euros. Donc vous commenciez, vous avez un jeune artiste qui sort de nulle part, j'exagère un peu, mais pas loin, et vous dépensez 25 000 euros pour acheter un tableau. Et en plus, on ne vous donne pas beaucoup accès à ce tableau parce qu'il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande. Donc, vous dépensez 25 000, vous ne savez pas où vous allez. Il se trouve que 1 an plus tard, des tableaux passent en vente aux enchères, ils font 100 000 euros. 2 ans plus tard, des tableaux vente aux enchères, ils font 500 000 euros. Il y en a même qui a même un tableau qui a avoisiné le million d'euros. Sauf qu'aujourd'hui, des tableaux d'Alexis Raël, ça vaut plutôt 40 000. Ce qui est déjà pas rien, 40 000, c'est déjà beaucoup. Mais les gens qui ont acheté 20, qui ont vendu 200, c'est super. Les gens qui ont acheté 200 en pensant que ça vaudrait davantage, aujourd'hui, ils ont énormément perdu. Et ça, c'est un niveau, j'allais dire, d'appétence au risque qui vous concerne tout à fait. En ce qui me concerne, et c'est plutôt ce qu'on va privilégier chez Matisse, c'est la possibilité d'investir dans des artistes extrêmement importants à partir de 20 000 euros, mais vous allez avoir un niveau de risque qui va être infiniment plus faible que si vous achetez des artistes dont le marché n'est pas fait. Vous achetez des artistes sur lesquels vous avez un marché qui est extrêmement, j'allais dire, stable, plutôt en croissance, et puis vous avez deux façons de gagner de l'argent, soit vous spéculez sur les marchés à venir, soit vous battez le marché à l'achat. Quand vous avez un marché stable qui vaut 100 l'année 1 et 100 l'année 3, et que vous achetez cette pièce 70, bah vous n'attendez pas l'année 3 pour le revendre. Vous pouvez le revendre dans un délai qui est relativement rapide. D'accord ? Nous, on va considérer qu'un portefeuille équilibré, eh bien, c'est un portefeuille qui va gérer des artistes qui sont importants, consacrés, ça c'est pour diminuer votre risque, avec d'un côté des marchés de réarbitrage et de l'autre côté des marchés de croissance. D'accord ? Mais plus l'artiste va être établi dans l'histoire de l'art, plus il aura marqué l'histoire de l'art, plus vous allez avoir un artiste dont j'allais dire, dont le niveau de sécurité en tant qu'investisseur va être élevé. OK ? Écoute, c'est plutôt très clair, Arnaud. Il y avait une autre question aussi, notamment sur la liquidité. Est-ce qu'elle dépend principalement des maisons comme Sotheby's ou Christie's, ou est-ce que le marché de l'art s'organise un peu, peut-être parfois aussi différemment? Alors, c'est une très, très, très bonne question. En réalité, le marché de l'art, alors, le marché des ventes aux enchères, c'est un marché de liquidation. D'accord ? C'est très intéressant, la question de la personne qui l'a posée. C'est un marché de liquidation, c'est-à-dire que quand vous vendez en vente aux enchères, je vous ai dit tout à l'heure que c'était des officiers du ministère public, ils sont entre l'huissier et le notaire, en réalité, le commissaire-priseur, et donc ils vont faire des ventes qui sont volontaires, d'accord, les SVV, mais ils vont aussi opérer des ventes judiciaires. En d'autres termes, il peut y avoir une succession ou bien un désœuvrement familial ou bien pas d'héritier, eh bien les œuvres vont passer, et le reste des objets d'ailleurs, va passer en vente aux enchères. Et là, on a un marché de liquidation. Ce qui est particulier, c'est que le marché de liquidation, alors même si c'est un marché de vente volontaire, le marché de liquidation, eh bien, vous ne maîtrisez pas le prix. Vous pouvez maîtriser la date de la vente, mais vous ne maîtrisez pas le prix de vente. Évidemment, et on le voit dans ce graphique, vous avez 2/3 des transactions qui s'opèrent en privé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les plus gros vendeurs d'œuvres d'art ne sont pas les ventes aux enchères, mais ce sont bien les galeristes et les marchands. Donc effectivement, les gens qui vous vendent les tableaux, ce sont les mêmes qui en achètent. Donc effectivement, ce sont ces gens-là qui sont spécialisés dans les artistes qui nous intéressent, qui vont être capables de revendre ces œuvres-là. Par contre, ce que vous ne maîtrisez pas, c'est le temps de la vente. Mais ce que vous maîtrisez lorsque vous passez par un marchand, c'est le prix de la vente. Donc oui, le marché s'organise, mais j'allais dire comme dans l'immobilier. Vous avez des ventes de gré à gré qui sont opérées par des agences. On pourrait considérer que l'agence immobilier, c'est le marchand de biens, enfin c'est le galeriste, d'accord ? Il met des œuvres sur sa vitrine, sur son stand, et puis il va transacter. Et puis vous avez des ventes aux enchères immobilières. Eh bien, quand on n'a pas le choix, ça passe en vente. Et ça arrive souvent qu'on puisse faire des bonnes affaires. Vous faites plus de bonnes affaires dans le marché de l'art et dans les ventes aux enchères que dans le marché de l'immobilier en vente aux enchères, pour une raison très simple, c'est que le marché se rééquilibre beaucoup plus facilement
dans les ventes aux enchères immobilières, parce que lorsque vous avez un bien immobilier qui est estimé 100 000 euros, mais qui en vaut 500 000, d'abord, on est nombreux à le voir, mais pourquoi pas? Mais comme dans le marché de l'art, vous allez me dire, sauf que si moi, j'ai que 100 000 euros et que je sais que le bien vaut 500 000, je peux quand même aller voir mon banquier et, avec de la dette, être capable de lever du cash pour acheter le bien à 500 000. Une immense particularité du marché de l'art qu'il est fondamental de comprendre, c'est qu'il existe moins de 1,7% de dette dans le marché de l'art global. D'accord? Donc, moins de 1,7% du dette dans le marché de l'art global, ça veut dire qu'il n'y a pas de cash. Il n'y a pas de cash, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller voir votre banquier en lui disant « Madame, monsieur le banquier, j'ai trouvé ce tableau à 1 million, il en vaut 3, je n'ai que 500 000, prêtez-moi les 500 restants. » Le banquier va vous dire « Mais je ne vous prêterai pas 1 euro. » Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas l'évaluer. Il ne sait pas valoriser l'actif. D'accord? Ça, c'est le travail du marchand. Mais le marchand d'art, s'il n'a pas accès au cash, comment est-ce qu'il fait pour avoir accès aux œuvres? Eh bien, il le fait sur ses fonds propres, sur sa propre trésorerie. Et ça, c'est très intéressant de le comprendre. Vous avez affaire à des marchands de biens, d'accord? Mais qui travaillent exclusivement sur fonds propres. Et ça, c'est en fait un marché tout à fait particulier parce qu'il n'y a pas de levier dans le marché de l'art. Potentiellement, vous êtes spécialisé dans le caldaire, vous voyez 3 caldaires qui passent en vente et vous avez acheté les 2 premiers. Le troisième, vous n'avez pas les fonds pour l'acheter et même s'il vaut 50% de sa valeur, si vous n'avez que 40% de sa valeur en cash, vous ne pourrez pas acheter cet actif. Et ça en fait parfois une opportunité. Dans le marché de l'art, on appelle ça un trou d'air. Et nous, c'est notre métier de les capter. OK? Super. Je passe à la slide suivante. Rapidement, c'est pour vous donner quelques idées, quelques inputs du marché sur les ventes de Londres. Il y a eu les grandes ventes aux enchères en mars. Tous les ans, en fait, le marché est cyclique. Vous commencez par les ventes de Londres en mars. Vous avez les ventes de mai qui ont lieu à New York. Et puis, vous avez Art Basel en juin. Et puis, vous avez la Frise, la foire britannique qui va avoir lieu début octobre. Et puis, mi-octobre, vous allez avoir les grandes ventes aux enchères parisiennes, plus la foire d'Art Basel à Paris, et puis, etc., etc. Et d'ailleurs, entre les deux, vous avez eu la foire d'Art Basel à Hong Kong. Vous voyez, c'est ça. Donc, on a affaire à un marché cyclique et ça nous intéresse, nous, parce que ça nous permet de comparer une année sur l'autre la data et de voir est-ce qu'on est mieux ou est-ce qu'on est moins bien. Et par rapport à l'année dernière, où effectivement, tout le monde était très craintif, eh bien, on a eu peu de gens qui ont vendu. Alors, chez Sotheby's, il y a eu des réarbitrages internes de frais, etc., où les collectionneurs ont complètement fui la vente aux enchères Sotheby's, qui a fait augmenter d'ailleurs, Christie's était la grande gagnante l'année dernière, il a quasiment écrasé le duopole. Patrick Drahi avait proposé non plus d'appliquer des frais sur les acheteurs. Quand vous achetez une pièce en vente aux enchères, des frais s'appliquent, il voulait les appliquer sur les vendeurs. C'est-à-dire pour avoir le droit de vendre votre tableau chez Sotheby's, il fallait que vous payiez 10%. Évidemment, quand vous avez un tableau à 2 millions et on vous dit que vous ne l'avez pas vendu, mais vous avez déjà décaissé 200 000 euros, eh bien, c'est un peu mal passé. Donc, ils ont eu des chiffres qui étaient extrêmement mauvais. Donc, ils auraient mieux fait de dire appelez Christie's, notre concurrent, que ça aurait été pas loin d'être pareil. Vous voyez, ou aussi efficace. Donc, Christie's, l'année dernière, avait déjà fait des chiffres qui étaient extrêmement bons. Et même par rapport à l'année dernière, ces chiffres qui étaient très bons, ils ont été augmentés de 55% par rapport à l'année dernière. Par contre, évidemment, les réarbitrages de Sotheby's qui est dit, bon, on arrête les dégâts, on revient à la formule initiale, eh bien, a fait plus 87% par rapport à 2025, ce qui est plutôt normal. Ce qui est intéressant, c'est de voir le taux d'œuvres vendues. Si vous regardez pour Sotheby's, en 2025, vous aviez 83% de lots vendus à la même époque. D'accord, 83% de lots vendus. C'est un chiffre à peu près normal, c'est entre 85 et 90 la plupart du temps. Une bonne vente, c'est entre 90 et 100. Là, on avait 92% de lots vendus chez Sotheby's et 92% de lots vendus chez Christie's. Ça montre qu'on a affaire à un marché qui est plutôt en pleine forme et vous avez chez l'un et chez l'autre un tiers des lots, un peu plus d'un tiers des lots qui s'est vendu au-dessus de l'estimation haute.
Vous voulez vendre un objet, il est estimé 1 million, 1,5 million, il va se vendre 1,7 million, au-dessus de l'estimation. Ça montre qu'il y a une impétence. La raison principale de cette croissance, elle est au réarbitrage des œuvres qui ont été vendues par Sotheby's et par Christie's. L'année précédente, ils avaient vendu des artistes qui étaient un petit peu plus jeunes, d'accord, des artistes qui étaient plus émergents, avec plus de volume. Par contre, cette année, ils ont vendu moins de lots, mais ils ont vendu beaucoup plus de valeur. Et donc, évidemment, des artistes à plus forte valeur ajoutée, des artistes plus, on va dire, blue chip, fait que on a vendu plus cher ces artistes-là. Le marché est très présent actuellement pour ces artistes pour des raisons évidentes de sécurisation de cash. Et puis, n'oublions pas, ne soyons surtout pas cyniques, ce sont les plus grands artistes du monde. Ce sont ceux, quand vous allez dans vos musées, que vous rencontrez. Avant l'exposition Calder qui vient d'ouvrir, que je vous invite pour les Parisiens et ceux qui ont la possibilité de venir à Paris, d'aller voir à la Fondation Vuitton, on a affaire à un artiste extraordinaire. Il n'est pas du tout étonnant qu'on a eu un record sur un prix de Calder l'année dernière. Vous voyez ? Donc, tout ça participe à une dynamique globale qui est « j'ai besoin de sécuriser mon cash et j'ai besoin de sens, donc je vais me concentrer sur des artistes importants ». Les lots phares de la saison l'année dernière, c'était d'abord ce Richter qui s'est vendu 8 millions d'euros, mais ce Richter qui se vend 8 millions d'euros, c'était l'exposition à la Fondation Vuitton juste avant Calder. D'accord ? Donc, je ne vous dis pas qu'il y a un lien qui est évident, je vous dis que ces plus grands artistes sont dans les plus grands musées du monde. Et ce n'est pas parce qu'ils sont dans les plus grands musées du monde que ce sont les plus grands artistes, c'est parce que ce sont les plus grands artistes qui valent cher. D'accord ? Et donc, évidemment, plus ils vont être chez valeur cher, plus ils vont aussi susciter l'intérêt du public qui va aller demander auprès des musées qui vendent aussi des tickets et qui financent leurs expositions comme ça. Et donc, pour eux, évidemment, c'est plus facile de faire des artistes qui ramènent des expositions d'artistes qui ramènent du public plutôt que l'inverse. Donc, on a effectivement cette pièce d'Henri Moore qui était estimée 10-15 millions, qui s'est vendue 26 millions, cette œuvre de Richter qui s'est vendue 8 millions, cette pièce de Dorota Tanning. Alors, Dorota Tanning, c'est une artiste surréaliste. On a affaire à une pièce de 1942 qui est toute petite, hein, c'est plus petite que votre page A4. Hein. Elle fait 23 par 14 cm. Qui s'est vendu 4 millions de livres. Ça, c'est parce qu'on a affaire à une redécouverte du marché sur ces artistes surréalistes, femmes, c'est les 100 ans du surréalisme, etc., etc. Et puis, vous avez ce tableau de Francis Bacon qui était absolument somptueux. On est à Londres, Francis Bacon est un artiste britannique, on a affaire à un super beau tableau, c'était pas rien de surprenant de dire qu'on pulvérise le record. Et puis, on avait aussi une estimation qui était plutôt attractive. Bravo à Sotheby's d'avoir fait ce somptueux résultat. Maintenant, lorsqu'on regarde le marché en temps de crise, peut-être un chiffre. Peut-être un chiffre que je ne vous ai pas écrit et que je vais vous citer. Attendez, je regarde s'il est présent par la suite. Il ne l'est pas, alors je vais vous le citer. Je vous ai dit que le marché de l'art, c'était 60 milliards de transactions annuelles. D'accord, et que le marché était en volume transactionnel extrêmement stable. Mais je vous le montre quand même, ça se traduit ici, c'est la hausse du prix des plus grands artistes dans du volume transactionnel, la hausse du prix des artistes année après année, depuis 2000 jusqu'à nos jours. Et là, vous avez une hausse qui a fait quasiment 700% en 25 ans. Et vous me dites, comment est-ce qu'on passe de plus 600% en 20 ans, quand on a un marché transactionnel qui continue à faire 60 milliards de transactions annuelles? Eh bien, je vous le mets dans le mille, c'est la concentration de la valeur. En d'autres termes, les artistes importants du XXe siècle, qui valaient peut-être 1 million pour un tableau de Bacon comme celui-ci il y a une quinzaine d'années, eh bien aujourd'hui, il en vaut 6 fois plus. La concentration de la valeur va évidemment se faire sur les artistes les plus fondamentaux du XXe siècle. On a un marché qui est stable en volume, mais on a une croissance extrêmement forte. Pour vous donner une idée, la totalité des œuvres d'art détenues chez les particuliers dans le monde, c'est 2100 milliards de dollars d'œuvres d'art détenues chez les particuliers dans le monde pour l'année 2020. En 2028, c'est 2800 milliards. On est passé 2100 à 2800, on a fait un peu plus de 30%.
Et ça, évidemment, qui capte cette valeur? C'est Magritte, c'est Warhol, c'est Twombly, c'est Soulages, etc., etc. D'accord? Alors maintenant, le marché résilient en période d'incertitude. Eh bien, c'est vrai, et je vais vous le montrer avec quelques ventes phares. On a affaire ici à cette vente de Damien Hirst. Alors, Damien Hirst, vous savez, c'est cet artiste qui a mis ce requin dans le formol, et on le voit ici posé chez Sotheby's avec le zèbre qu'il a mis dans le formol. C'est cet artiste qui fait les points, d'accord, les dot paintings également. On a affaire à un artiste qui a présenté 220 lots de sa production, lui-même tout seul comme un grand. Il bypasse les galeries, il va voir Sotheby's, il organise une vente de 2 années de sa production et il récupère un produit de vente de 111 millions de livres sterling pour 97% de l'eau vendue. C'est énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que la date, pour les plus financiers d'entre nous, eh bien, c'est le lendemain de la faillite de Lehman Brothers. On sait que la crise est mondiale et on sait qu'elle est systémique. On sait que tout le monde va tomber. Toutes les banques vont souffrir, les investissements vont souffrir, le CAC 40 perd moins 50%, le marché de l'art contemporain a augmenté de manière forte à travers des artistes qui étaient importants. D'accord? Alors vous me dites, encore une fois, c'est une vente. Et vous avez raison. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres et il y en a beaucoup d'autres. L'année suivante, la vente Yves Saint Laurent Pierre Berger, qui avait été qualifiée vente du siècle, 650 lots. Le marché a absorbé 650 lots. Il y a eu une vente qui a duré 3 jours, entre le 23 et le 25 février. Il y a eu, à l'époque, le taux d'euro-dollar n'était pas le même, c'était quasiment 500 millions de dollars, 350 millions d'euros de produits de vente pour 95% de taux vendus. C'est énorme. C'était la première fois qu'on a vu un résultat de vente aux enchères, un chiffre d'affaires aussi important. C'était autrefois la vente de Damien Hirst. C'est passé ensuite avec la vente de Yves Saint Laurent Pierre Berger, collection extraordinaire. Autre moment, et là on est en pleine crise mondiale. Autre moment intéressant, la crise du Covid en 2020, tout le monde était à l'arrêt et il se trouve que les ventes de collection en 2020 eh bien, ont été absolument somptueuses et on voit pour une vente en gants blancs, lorsque les commissionnaires qui sont ici, qui portent le tableau, n'ont plus besoin de porter des tableaux, n'ont plus besoin de les ranger dans les réserves, puisqu'ils ont tous été vendus auprès des collectionneurs, eh bien, le commissaire-priseur se voit remettre les gants blancs des commissionnaires qui, à la fin de la vente, pour le remercier et féliciter d'avoir opéré une vente aussi brillante à 100% de l'eau vendue. Une vente qui a totalisé quasiment 1 milliard de dollars, c'était du jamais vu. Et ça se reverra 2 ans plus tard avec la vente de Paul Allen, avec 1,6 milliard de dollars, avec des tensions géopolitiques catastrophiques. On a parlé de droits de douane compliqués, on a parlé… en fait, tout ça, ça n'a pas d'influence sur le marché de l'art. Les droits de douane de Trump, la politique Iran, Irak, les crises financières, les crises, les crises aujourd'hui, c'est terrible, mais la crise en Iran, etc., n'a pas d'influence en fait sur des gens qui ont de l'argent et qui veulent acheter des lots qui sont importants. Par contre, le mid-market des artistes un peu plus moyens, qui sont confirmés, mais qui ont besoin d'être encore un petit peu aidés pour atteindre leur bon niveau de marché, ou bien tout simplement des artistes contemporains, eux sont en très grande souffrance. Il y a un nombre de galeries importantes qui ferment, là où on voit une santé insolente des structures qui opèrent dans le second marché à haut niveau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ce qui est intéressant ici, face à cette croissance du prix des œuvres, alors c'est les 100 artistes les plus importants, hein, les plus importants, ce n'est pas tout le marché de l'art. Le marché de l'art, il vivote. Ça, c'est les tickets de loto gagnants. Et les tickets de loto gagnants, si vous aviez acheté un Picasso en 2000, vous l'auriez vendu, si vous aviez acheté 1 million, vous l'auriez vendu 7 millions d'euros une vingtaine d'années plus tard. D'accord ? Ce qui m'intéresse, c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a une baisse qui a été opérée entre 2007, d'accord ? Donc, on est en pleine crise. Et il faudra attendre 2010, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 3 ans plus tard, pour revenir au même niveau. Le Picasso
qui se vendait 3 millions, ce serait vendu 2,5 millions en 2009, et le client qui aurait voulu le revendre en 2010 aurait retrouvé son prix d'acquisition. Ça montre, cet écart aussi faible montre une résilience du marché absolument formidable. D'accord? Vous n'avez pas ça dans des marchés qui sont plus boursiers. Évidemment, vous avez une fluctuation des transactions et une fluctuation des prix qui sont énormes. Vous n'avez pas de baisse du marché de Picasso. C'est rare. Vous avez une stagnation du marché de Picasso. Vous avez une évolution qui peut être un peu moyenne. Vous voyez, le marché de l'art, c'est un marché qui est plutôt asymptotique. On a affaire à une croissance qui est forte durant la vie de l'artiste et pendant 2-3 générations. Et ensuite, vous avez un marché qui a plutôt tendance à stagner. D'accord? Aujourd'hui, des artistes impressionnistes peuvent être encore intéressants à acheter, mais pour certains d'entre eux, les autres, globalement, sont déjà très chers et c'est difficile d'aller chercher de la performance. Par contre, Picasso, qui est un artiste qui a travaillé 70 ans, vous prenez les artistes et les œuvres cubistes de 1915, elles valent cher, elles sont importantes, difficiles et le marché est déjà très abouti. Par contre, les pièces des années 60, eh bien, vous avez un grand format pour un tableau des années 60, là où vous avez un petit papier pour une œuvre des années 15. Donc, il y a un réarbitrage à opérer sur ces œuvres tardives et, si encore possible, sur ces artistes importants du XXe siècle. Vous voyez cette différence, les 12 ans qu'il faudra attendre pour retrouver son cours de 2007, eh bien, ça, c'est typique des marchés financiers. Vous n'avez pas ça sur un marché de l'art. Et justement, Arnaud, on avait une petite question qui vient d'arriver aussi. Est-ce que le marché il est tiré par certaines zones géographiques telles que l'Asie, les US, où c'est vraiment équipondéré entre chaque zone géographique? C'est une excellente question avec une réponse un petit peu complexe. Accrochez-vous. Désolé, pardon. La question est bonne, je me dois de vous répondre. Je vais essayer de le faire simplement, mais effectivement, quand vous regardez les chiffres de manière globale sur le marché de l'art, vous voyez qu'avant l'arrivée des Asiatiques, des Chinois particulièrement sur le marché, vous aviez un marché qui pouvait peser 100, et les Chinois qui arrivent, ils ont injecté de la liquidité sur un marché qui est passé de 100 à 130. D'accord? Donc, vous avez eu une part du gâteau qui, a priori, aurait dû se réduire. Sauf que, eh bien, les Chinois particulièrement n'ont pas acheté Warhol. Alors, ils ont acheté quelques tableaux de Warhol, notamment des fleurs comme celle-ci, mais Warhol, la Marilyn ou bien la Campbell Soup ou la bouteille de coca, c'est un travail qui est fondamentalement occidental et capitaliste. Elle ne fait pas partie de la culture asiatique. Donc, les Asiatiques ne se sont pas battus pour acheter ces tableaux. Ils ont acheté leurs propres artistes. D'accord? Donc, ça n'a pas eu d'influence extrêmement forte, évidemment que ça en a eu sur des grands artistes, sur quelques tableaux de Warhol, sur des tableaux de Picasso, sur des œuvres de Giacometti notamment. Il y a des collections de 30, 40, 50 Giacometti en Asie. Mais globalement, cette influence des marchés asiatiques s'est surtout faite non pas sur les grands artistes où il a fallu réduire l'offre avec une augmentation de la demande, mais plutôt ça a plutôt créé une nouvelle demande pour une nouvelle catégorie d'artistes qui n'existait pas auparavant. C'est clair? C'est clair. Bon, désolé pour cette Non, c'est très bien. un peu complexe. Évidemment, les artistes blue chip, ceux qui tiennent la route dans la durée, pardon pour l'expression qui n'est pas très jolie, mais elle est assez réelle, eh bien, ce sont les plus grands artistes du XXe siècle qui ont marqué l'histoire de l'art, qui ont marqué et façonné l'histoire des formes. D'accord? Pour ça, il faut qu'il y ait du volume et il faut qu'il y ait des valeurs. Vous voyez, ici, on a un tableau de Warhol. Alors, Warhol, c'est un artiste qui a réalisé plus de 70 000 œuvres. Je répète, Andy Warhol est un artiste qui a réalisé plus de 70 000 œuvres. Donc, quand vous avez réalisé plus de 70 000 œuvres, vous avez un travail qui est sériel. Particulièrement quand vous parlez du capitalisme et que vous travaillez à travers une sérigraphie, d'accord, une trame sérigraphique qui vous permet un travail industriel pour parler de l'industrie, etc., etc. C'est ça le génie de Warhol. C'est la forme formante. Il va être capable de traiter du sujet dans la manière. Il va être capable de parler du sujet dans la manière. Il va être capable de parler de l'industrie. Il va être capable de parler de son époque, de son temps, de sa civilisation.
qui est assez froide à certains moments. Quand il fait il représente de manière assez froide la Campbell Soup, il le fait aussi de manière très démocratique. Tout le monde peut avoir accès à cette Campbell Soup et tout le monde vit avec une bouteille de coca, etc., etc., ou des bouteilles le savon, le soap, etc., les Brio Box. Voilà, c'est petite aparté artistique. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il y a un niveau d'interchangeabilité qui est forte. Un tableau de Fontana ressemble à un autre tableau de Fontana. Ici, on a pris deux tableaux de la même dimension avec deux couleurs différentes. Eh bien, il y a un prix pour les rouges et il y a un prix pour les blancs. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Lorsque vous avez des fleurs de Warhol, eh bien, il y en a 2700, et elles ont été réalisées en 1964. D'accord? Entre 64 et 65. Andy Warhol a pris un papier qu'il a sérigraphié et il a reproduit, on va dire ça comme ça, il a créé un ensemble de 2700 fleurs. Ces 2700 fleurs, évidemment, on peut les étudier à travers des études comparatives de prix dans le temps. Et ce qu'on voit, c'est que le prix d'une fleur, s'il y a 5 fleurs qui passent en même temps, elles vont faire à peu près le même prix. Ici, vous aviez ces 5 fleurs qui valent à peu près ça. Mais ici, en 2015, vous avez les fleurs qui valent à peu près ça. Alors ici, vous avez un record du monde. Je ne suis pas allé regarder, mais est-ce que ça appartenait à Mick Jagger ou à la reine d'Angleterre, ou est-ce que ouais, j'en sais rien, ou est-ce que c'est la seule noire de la série, seule image avec 4 fleurs noires de toute la série qui en fait une œuvre tout à fait exceptionnelle. C'est possible. Mais nous, notre travail, quand on va étudier ces prix, c'est d'aller étudier les extrémums et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on est ici et pourquoi est-ce qu'on est là. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on est ici et pourquoi est-ce qu'on est là. Cet écart, il est important, mais globalement, ce que ça montre, c'est une tendance. Et ici, Joseph Albers, qui est un artiste du Bauhaus, a réalisé ces tableaux entre les années 50 et les années 70. Il y en a 2400. Et donc, c'est toujours des cercles concentriques noirs de couleur. Vous aviez eu une exposition, à Milan d'ailleurs, à la Villa Panza, il y a une exposition Albers, et il y avait une exposition que peut-être certains d'entre vous ont vu au Musée d'Art moderne de la ville de Paris il y a quelques années, avec Albers et Annie Albers. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que ces artistes-là qui ont travaillé par série et qui sont importants sont des artistes dont le marché tient, qui sont connus, reconnus, qui sont autant des artistes qui sont importants dans l'histoire de l'art, mais qui sont aussi des artistes qui ont été absorbés par le marché et qui font la fierté des collectionneurs qui les possèdent. D'accord? Donc, lorsque vous étudiez ces marchés-là, je ne parle pas du marché du chef-d'œuvre. Lorsque vous étudiez ces marchés-là, eh bien, vous savez assez rapidement, à ce moment-là, en 2020 ou en 2025, vous voyez qu'un tableau de Joseph Albers de 40 par 40, ça vaut à peu près ça. Ça vaut à peu près ça. Et il n'y a pas de raison que ça vaille 800 000 et il n'y a pas de raison que ça vaille 200 000 non plus. Vous voyez, vous avez un delta de plus ou moins 30% en fonction de la couleur, la qualité, etc. etc. C'est bon? Oui. Ça, c'est une partie de notre travail, qui a été le nôtre pendant ces ventes de Londres, mais on a étudié à peu près 1000 œuvres. Sur ces 1000 œuvres, on en a sorti 90% qui n'étaient pas dans la thèse d'investissement, soit déjà tout de suite trop cher, soit pas assez représentatif, soit l'artiste n'était pas suffisamment reconnu, etc., etc. Et on en a ciblé véritablement 7% et on en a obtenu 0,5%. Donc 1000 œuvres étudiées, 66 présélectionnées, 26 œuvres retenues après l'analyse, 5%. Et donc c'est 21 œuvres qui ont été conformes. Et après ces 21 œuvres, eh bien, nous n'en avons acheté que 0,5% de ça. Et je crois qu'on a acheté 4 ou 5 tableaux, en réalité 4 œuvres. Voilà. Donc c'est des chiffres qui sont assez normaux hein, dans l'étude qui est la nôtre. Vous avez deux façons d'acheter. Soit vous spéculez sur le marché à venir, soit vous battez le marché à l'acquisition. On pensera qu'un portefeuille équilibré aura les deux. Quand vous spéculez sur les marchés à venir, eh bien, vous attendez faire une plus-value qui est importante parce que vous considérez qu'il y a un risque qui est important. Et puis, vous en avez d'autres où vous avez un marché d'arbitrage. Tout le monde sait que ça vaut 100. Et dans ce cas-là, il faudra l'acheter 70 maximum. Et vous pourrez le revendre dans des délais qui sont un petit peu plus rapides
Par contre, vous aurez souvent des rentabilités qui sont un petit peu moindres. Je crois que la rentabilité, Matisse, en moyenne, elle doit être de 15 points. Et Albert, c'est l'artiste qu'on a le plus acheté, le plus vendu. Je crois qu'on a dû en vendre une dizaine. Mais pourquoi? Parce que tout le monde sait que ça vaut 500 000 $ et que du coup, il faut l'acheter 400 000. Mais si vous savez que ça vaut 500 000, difficile de l'acheter 400. Et en même temps, si vous avez besoin de liquidité, eh bien, on est là. On sait capter cette opportunité. Donc, voilà, c'est comme ça que ça va s'arbitrer. Donc, c'est généralement des durées de détention qui sont faibles sur Albers et c'est des rentabilités qui vont être entre 7 et 12, vous voyez. Mais on n'est pas sur un Kiefer, on a pu faire plus 15 ou un Warhol, on a pu faire plus 15 ou plus 20 ou plus 30, vous voyez. L'art dans une allocation patrimoniale, je ne voudrais pas vous embêter trop longtemps sur ça. Je vais vous passer cette partie-là. Je ne veux pas être trop laborieux, si tu veux que j'en parle un petit peu, mais je vais vous passer cette partie. Je vais vous passer cette partie qui est un petit peu plus laborieuse. Nous, ce qu'on va recommander, c'est être en fonction du patrimoine de chacun entre 1 et 15% du patrimoine global qu'on pourrait consacrer aux œuvres d'art. Alors évidemment, si vous avez 100 millions, ben, mettre 15%, ce n'est pas un problème. Si vous avez 100 000 euros, c'est un problème. Ça serait un problème d'en mettre 50 000. Mais ça, évidemment, vous vous en rendez compte et on est là pour vous guider, vous accompagner. Peut-être que rappeler les fondamentaux, vous avez, j'allais dire, deux façons traditionnelles d'appréhender le marché de l'art. Les œuvres d'art, vous pouvez les acheter pour des raisons artistiques et vous pouvez les acheter pour des raisons financières. Et c'est normal que vous ne pensiez pas nécessairement à l'œuvre d'art en qualité d'investissement pour une très bonne raison, c'est que vous prenez le parti qui est celui du collectionneur qui achète des œuvres d'art pour des raisons intellectuelles, esthétiques, morales, il vit avec, il est heureux et c'est normal, je suis moi-même collectionneur, je sais très bien de quoi je parle. D'un autre côté, quand vous êtes marchand, et c'est normal que vous ne preniez moins le pli du marchand, parce que pour être marchand, il faut avoir de l'expertise, du réseau et des moyens financiers extrêmement conséquents. Si vous avez suivi ce qu'on a dit, eh bien, vous rappelez que le marché de l'art s'opère sans dette. Donc, si vous voulez vous intéresser à des marchés qui sont sécurisants, d'accord, vous vous intéressez à l'œuvre d'art comme un actif financier, vous posez la question de la sécurité de l'actif, de sa liquidité, de son potentiel de performance, eh bien, vous allez acheter des artistes fondamentaux dans l'histoire de l'art du XXe siècle. Mais ça, sans dette, eh bien, il va falloir beaucoup d'argent. Et c'est toute la difficulté, c'est que les marchands d'art ont des moyens financiers qui sont conséquents, mais même ceux qui ont des moyens conséquents n'ont pas la possibilité de tout acheter et de capter l'intégralité des opportunités. D'accord? Et c'est là que nous, on va intervenir. Donc, vous pouvez acheter des œuvres d'art pour des raisons artistiques, vous pouvez acheter des œuvres d'art pour des raisons financières. La difficulté pour des raisons financières, je vous l'ai dit, c'est l'accessibilité à, j'allais dire, l'expertise et le réseau et aux moyens financiers. Toute l'idée qui était la nôtre chez Matisse, c'était, nous sommes, mon associé et moi, mais beaucoup de nos collaborateurs, on est nos premiers clients, c'est comment diversifier son cash sur des actifs fondamentaux du XXe siècle, d'accord ? Je ne sais pas où sera l'action Tesla ou Google dans 10 ans, mais je peux vous assurer que dans 100 ans, on continuera d'acheter et vendre des Picasso, des Tombly et des Magritte. Je n'ai pas de doute sur ça. Vous voyez, quand vous voyez les résultats de vente aux enchères des grands artistes depuis 100 ans, 200 ans, 500 ans, on vend des objets qui ont plus de 8000 ans sur le marché de l'art et des objets qui ont plus de 8000 ans. Donc, vous comprenez que vous avez une pérennité de l'actif qui est extrêmement importante avec une immense résilience de marché. La difficulté, c'est comment y avoir accès. Et donc, vous pouvez acheter tout seul un artiste, soit vous avez des moyens conséquents de l'expertise du réseau, vous achetez tout seul l'œuvre de Tombly, soit vous trouvez un moyen, et c'est ce qu'on propose chez Matisse, d'avoir accès au Tombly sans être multimillionnaire, en tout cas sans avoir envie de décaisser 50% de son patrimoine dans un tableau. Qu'est-ce qu'on fait? On crée des SPV, donc c'est des sociétés qui sont créées. Chaque société possède une œuvre d'art. Donc là, il y a deux sociétés, une société qui possède un Tombly, une société qui possède un Magritte. Et donc, il va
s'agir d'ouvrir le capital de la société à travers des obligations. Bon, je ne peux pas passer ces considérations un peu barbares, mais c'est des obligations. Et vous allez prendre une partie de cette société. Et évidemment, à travers cette part de société, à travers un bulletin de souscription, très simplement, que vous pouvez faire dans plein d'autres classes d'actifs, dans plein d'autres de vos investissements, eh bien, vous n'investissez pas dans directement le Tombly, mais dans la société qui possède le Tombly. En d'autres termes, vous investissez dans le Tombly, pour faire assez simple. Donc, il se trouve qu'à partir de là, vous pouvez investir à partir de 20 000 euros. C'est le ticket minimum qu'on a fixé pour pouvoir se positionner sur le marché de l'art. Aujourd'hui, notre investisseur a en moyenne 120 000 euros chez nous et il est réparti entre 4 et 5 club deals. Mais ces 4 ou 5 club deals, aujourd'hui, notre prix transactionnel moyen par œuvre, il est à peu près de 2 millions. Vous voyez, cette œuvre de Tombly, on parle d'un investissement qui est aux alentours de 2,3 millions, je crois, 2,3 millions, 2,4 millions, et le Magritte d'à peu près 4,5 millions. Mais le Magritte à 4,5 millions, on pense qu'il en vaut 7, entre 7 et 8, et le Tombly, on pense qu'il en vaut 3,5. Pour y avoir accès, on vous donne accès à cet investissement à partir de 20 000 euros. Justement, Arnaud, il y avait des questions voilà, c'est une question un petit peu différente des questions de tout à l'heure, mais est-ce que les vols d'objets et d'œuvres d'art, est-ce que ça influence un petit peu le marché? Alors, les vols d'œuvres d'art, en réalité, ça se fait sur de l'art ancien, c'est-à-dire que vous avez, alors, évidemment, ça peut se faire au musée d'art moderne. Alors, quand vous vendez, pardon pour la mauvaise comparaison, mais quand vous brûlez une voiture et que vous êtes condamné, vous n'avez pas une peine différente si vous brûlez une voiture qui est une petite Renault 4L ou que si c'est une grosse Ferrari. Dans les faits, vous avez juste brûlé une voiture, ou vous avez brûlé une voiture, d'accord ? Quand vous volez une œuvre d'art, vous êtes soumis au même risque que ce soit une petite œuvre ou que ce soit une grosse œuvre. Donc, autant dire que les voleurs, autant qu'ils se concentrent sur quelque chose d'intéressant, ils vont se concentrer sur les grosses œuvres. D'accord ? Parce que pour eux, c'est à peu près le même risque. Donc, pour bien comprendre, ces voleurs, eh bien, ces filous, ils vont aller voler des œuvres d'artistes majeurs. Donc, soit c'est des œuvres d'artistes majeurs, soit c'est des œuvres qu'on ne peut pas tracer. Et les œuvres d'artistes majeurs, eh bien, on va les trouver dans les musées. D'accord ? Et il se trouve que toutes ces œuvres d'artistes majeurs, elles sont tous tracées. D'accord ? On a une provenance, on sait d'où ça vient. Et vous avez un tableau qui est invendable. Mais littéralement invendable. Quand vous avez volé une œuvre d'art au Louvre, au musée d'art moderne ou à un grand collectionneur, si vous lui volez son Magritte ou son Tombly, c'est traque-fin direct c'est fini. Vous êtes vous êtes dans la banque des œuvres d'art volées. Et ça, en plus, je vais vous dire, on peut venir vous chercher 40 ans plus tard. Il n'y a pas de problème. Donc, le vol d'œuvres d'art, en réalité, il est très, très, très peu courant. Très, très peu courant. On ne vole pas les artistes du XXe siècle. Par contre, ce qu'on va voler, c'est dans une église, une vierge qui n'a pas toujours été une vierge, une sculpture de la Vierge, d'accord ? Marie, d'accord ? Il y a l'enfant qui est en bois et qui n'a pas été nécessairement répertorié, que les gens ne connaissent pas, dans une petite ville d'Ombrie, et qui va être ensuite revendu sur un marché de l'art à un collectionneur qui n'a pas de visibilité véritablement sur la provenance, etc. Il pourra l'acheter tout à fait de bonne foi, mais si un jour quelqu'un s'en aperçoit et que ça retombe sur un marché de l'art, comme la vente aux enchères, eh bien, par exemple, eh bien, dans ce cas-là, il y aura une restitution de l'objet à l'église. Voilà. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc, non, il n'y a pas d'influence parce qu'en fait, il n'y a pas de vol, en réalité. Très bien. Il y avait une autre question aussi également, avec quelques investisseurs qui avaient investi sur le Soulage, Oui. qui devait être présenté sur plusieurs foires de l'art. Un peu, quelles sont les tendances un petit peu sur Soulage, sur l'artiste Alors, il va y avoir une exposition dans une grosse galerie. Alors, le mieux, c'est qu'on en parle peut-être un peu différemment, mais il y a une grosse exposition Soulage là, qui arrive dans une grosse galerie parisienne.
Et le soulage n'avait pas été présenté à l'occasion d'une foire en réalité, pour plusieurs raisons. On avait considéré que ce n'était pas la meilleure stratégie de lui donner autant de visibilité. Vous savez, c'est un petit peu comme l'immobilier off-market en amont. On avait considéré que ce n'était pas une bonne chose de le faire. Donc, on avait non pas réservé sa commercialisation, mais on avait privilégié une commercialisation peut-être plus intimiste, plus privilégiée. Là, pour le coup, c'est un tableau qui va aller dans une galerie et si la galerie ne la vend pas à ce moment-là, ça ira dans la foire d'Art Basel en juin, probablement. Voyez. Donc, des tableaux comme celui-ci, une fois que ça va être disclosé au grand public, je ne me fais pas trop de soucis. On pensait que la galerie avait un client spécifique pour ça, ce qui était le cas en réalité. Hein. Elle en a eu 3 et les 3 n'ont pas donné suite, mais jusqu'à, je ne pense pas plus tard que la semaine dernière, c'était 10 jours ou la semaine dernière, il y avait un client, pour la petite anecdote, mais alors, on a affaire à un tableau de soulage avec du bleu, d'accord, de 1984, qui est de grand format et qui est horizontal. Et il se trouvait que c'était un tableau qui eût convenu parfaitement à un collectionneur qui a un yacht et qui s'était posé la question d'intégrer ce tableau dans son salon parce que le bleu de la mer, parce que soulage, etc., ça fonctionnait parfaitement. Alors, ce n'est pas un tableau, c'est pas qu'il ne l'a pas retenu, c'est que la discussion est toujours en cours. Donc, est-ce qu'il va dégainer, il va dire oui, je le prends avec un ensemble d'autres tableaux ou pas? Pour le moment, j'en sais rien. On est en cours de négociation avec ce potentiel acheteur qui pourra acheter d'autres pièces ou qui pourra acheter cette pièce. Et ça, je vous le dirai rapidement. Mais si ça ne se fait pas à ce moment-là, ça va intégrer ce cycle d'exposition. Là, pour le coup, ça va lui donner beaucoup plus de visibilité. Et comme c'est un tableau qui est très important, lorsque vous le mettez à côté d'autres tableaux de soulage, c'est un tableau qui va boxer, vous voyez. C'est un tableau qui va prendre qui va capter. Quand vous avez plusieurs tableaux, vous voyez qui sont superposés. On ne voit pas toujours si un tableau est de qualité, on sait qu'il nous plaît ou plaît pas, mais lorsque vous les superposez, vous les mettez l'un à côté de l'autre, vous voyez qu'il y en a un qui est un peu plus faible et l'autre un peu plus fort. Et celui-ci, il a toutes les compétences pour boxer, il est absolument somptueux, c'est un grand format, il est beau, il est des bonnes années, il a été acheté dans des conditions merveilleuses. Pour vous donner une idée, le dernier soulage, on avait vendu le même, hein, il s'était vendu 2 250 000. Alors, je dis le même, il était vertical, mais il avait été présenté à la foire d'Art Basel à Paris. Vous voyez? Donc, ça sera peut-être l'occasion de le présenter dans une foire pour lui donner de la visibilité. Et à ce moment-là, c'est un tableau qui, je ne doute pas, trouvera preneur. C'est un investissement qui va apporter une rentabilité forte avec un TRI qui va être très élevé. Voilà. Et merci en tout cas, hein, c'était très clair encore une fois. J'ai un message de remerciement, donc je vais te le lire. Hello, super présentation Arnaud, merci. Quelle est du coup la politique d'exit et les rendements attendus, même si tu ne peux pas forcément t'avancer, peut-être nous parler un petit peu des… Oui, bah, je peux parler de notre… Je ne sais pas si on l'a là, mais pense qu'on peut parler de notre track record. Vous l'avez ici. Vous l'avez ici sur les TRI moyens net de frais. Donc, ça, vous oubliez. Ça aussi, vous oubliez. En fait, moi, c'est ça que je veux que vous reteniez. C'est entre 15 et 20. D'accord? Ça, c'est la plus-value moyenne et ça, c'est notre TRI entre 20 et 22. Globalement, ce qu'on attend, la thèse d'investissement, elle est la suivante. Elle est de se concentrer sur des artistes fondamentaux du XXe siècle, sur lequel il y a d'un côté un réarbitrage de marché à opérer, sur lequel on a affaire à des marchés en croissance, d'accord, des pièces qui sont importantes, et puis en termes de rentabilité, l'idée c'est quoi? C'est de vous dire qu'on va sortir à peu près un tiers des investissements dans l'année. Donc, il faudra considérer qu'on a affaire à des maturités de marché. Alors, je pense qu'on va sortir à peu près 90% des investissements dans les 3 premières années, d'accord? On va sortir 30% des œuvres à peu près année après année. Et ça, c'est plutôt bien. Et on va faire une rentabilité moyenne d'à peu près, vous voyez, entre 8 et 20. 8 et 20. Vous voyez, aujourd'hui, le plus mauvais résultat qu'on a fait, vraiment, et on a décidé d'arbitrer, c'est notre responsabilité vis-à-vis de vous, de vous dire, écoutez, là, on s'est positionné sur une œuvre, il se trouve qu'on n'est pas aussi bon que ce qu'on avait anticipé. C'était un tableau de Warhol, curieusement, qui était très beau, ma foi, mais il n'a pas rencontré le succès attendu et on n'a pas eu d'offre.
autant le tableau, vous voyez, le tableau de Soulage, on est en cours de négociation, on a eu plein de gens qui s'y étaient intéressés, et on ne l'a pas ouvert l'investissement, j'allais dire, on ne l'a pas montré à tout le monde. Le tableau de Soulage, on n'avait pas opté de cette stratégie, on l'avait montré à beaucoup de gens. Et on l'a montré rapidement à beaucoup de gens. On a eu un succès d'estime sur ce tableau, succès d'estime, mais on n'a pas eu d'offre. Et au bout d'un an et demi, on ne comprend pas, on n'a pas d'offre, on a une offre. Et en fait, on la prend. On la prend, on décide de la prendre pour sortir et ramener de la liquidité aux clients. Et cet investissement a rapporté 5%, alors il a rapporté 6% en absolu, et donc, comme ça a duré un an et demi, 4,5 ou 4,8%. Je crois que c'est notre rentabilité la plus faible qu'on a accusée chez Matisse. La plus haute, elle est en centaines de pourcents, je ne vous la montre pas et je ne vous en parle même pas. Mais la plus baisse, la plus faible, ça a été 4,5% net de frais, net de frais clients. Donc, ça, c'est peut-être intéressant de se dire que quand ça ne va pas, vous êtes sur un marché qui, en fait, a une immense résilience. J'insiste là-dessus parce que moi, j'aime bien considérer le marché de l'art entre un marché intermédiaire entre de l'immobilier et du financier. Le marché financier, vous avez une immense liquidité, mais vous avez une fluctuation des transactions, une fluctuation des valeurs qui est énorme. Si vous aviez investi sur Valourec à 22 euros, vous seriez reparti potentiellement, vous avez acheté au mauvais moment, vous repartez aujourd'hui à 40 centimes. Une OPA, une deuxième OPA, etc. C'est une catastrophe. En fait, vous n'avez pas, comme dans le marché de l'immobilier d'ailleurs, vous n'avez pas un marché qui passe de 100 à 1 en un an. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans le marché de l'art, surtout à haut niveau, c'est comme si on achetait de l'immobilier parisien qu'on comparait avec de l'immobilier new-yorkais et londonien. D'accord? On étudie des tickets de l'auto gagnant. Donc, en d'autres termes, vous avez un marché qui peut être stagnant, qui peut être un petit peu augmenté, qui peut être un peu haussier ou qui peut être un peu baissier, mais vous n'avez pas cette grande fluidité. Donc, ce qu'on attend de notre marché, c'est avoir une immense sécurité, une immense résilience, mais en même temps, le marché de l'art, contrairement à un marché d'immobilier qui est plus local, et un marché de l'art et un marché financier qui est extrêmement liquide, vous avez un marché de l'art qui évolue dans le monde entier. C'est-à-dire que potentiellement, mes fleurs de Warhol, je vais les vendre à Paris, à Londres, à Tokyo, à New York, à Los Angeles, à Chicago, etc. etc. Et le fait qu'on a affaire à un marché de biens meubles, ça lui donne une grande réassurance en réalité, une grande force. Mais le fait qu'on ait affaire à un marché qui évolue dans le monde entier, ça lui donne beaucoup plus de liquidité que le marché de l'immobilier. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le comparer et le mettre un petit peu entre les deux. Notre thèse d'investissement, c'est à peu près un tiers de l'exit qui va être fait sur votre portefeuille d'investissement, année après année, avec une rentabilité, je vous dis, entre 8 et 20%, quoi, pour faire là. Peut-être une petite précision, excusez-moi, sans être trop laborieux, vous avez on parlait tout à l'heure de diversification. Il faut que vous soyez diversifié dans votre portefeuille. Vous avez des marchés comme celui ce tableau de Soulage. Ce tableau de Soulage, c'est un marché de réarbitrage. C'est un tableau à 2 millions, il a été payé 1,3 million. Enfin, je ne vais pas le vendre 3 millions, mais je ne vais pas le vendre 1,5 million. Vous voyez? Parce que je sais ce que ça vaut. On a opéré récemment une transaction sur une œuvre d'Yves Klein. C'est une œuvre qu'on a gardée en portefeuille 2 ans. Ça a été cette pièce d'Yves Klein. C'était une pièce qu'on a achetée 1,3 million, je crois, et qui s'est vendue 1,9 million là récemment. Vous allez me dire, c'est pas mal. Alors, on l'a duré 2 ans et demi. Elle a duré 2 ans et demi. Donc, 1,3 million et 1,9 million. Il se trouve que ce n'était pas une pièce à 1,9 million. C'était une pièce à 2,5 millions. Je pense que c'est une pièce à 2,5 millions. La chance que vous avez sur des placements qui sont un petit peu plus long terme, c'est que vous avez la possibilité au fur et à mesure de, au fur et à mesure de la vie de l'œuvre, de capter des opportunités. Effectivement, je pense qu'à terme, en 2028, on aurait eu une pièce à 2,5 millions. Mais en même temps, quand vous comparez la croissance qu'on a fait en 2 ans et demi, pour récupérer potentiellement 400, 500 000 de plus 3 ans plus tard, on les avait déjà fait, les 500 000 de gains. Donc, on aurait eu un TRI similaire avec une croissance annuelle qui aurait été à peu près la même. Donc, on s'est dit, on réarbitre, on capte la valeur
et on rembourse les investisseurs. Donc, il faut que vous ayez un portefeuille panaché, à la fois sur des artistes sur lesquels il y a une croissance. Pardon, excusez-moi, je vous donne le cas très clairement ici. Ça ici, vous êtes sur une œuvre à quasiment 8 millions, 7 millions d'euros, qui vont acheter 4 millions et demi. Et potentiellement, si on a une offre à 5,5 l'année prochaine, on la prend. Mais ce n'est pas sa valeur de marché. Je pense que ça vaudra beaucoup plus cher que ça. Et ici, vous avez un marché de réarbitrage où c'est une pièce à 3,5 millions. Je le sais. Je ne pense pas que ça en vaille 6. Je ne pense pas que ça vaille moins de 3. Donc, quand vous l'achetez de 4 à peu près, bah, je sais qu'il y a mon spread de 500 000. Du coup, ça, on va le revendre peut-être un petit peu plus rapidement. Mais ça, on va le revendre beaucoup plus cher. Ben, écoute Arnaud, en tout cas, merci pour toute ta présentation, les réponses à tes questions qui ont été nombreuses et précises. Moi, c'est à notre tour aujourd'hui, au nom de Cashbee, de te remercier pour la clarté de ta disponibilité. Bien sûr, avec plaisir. Merci infiniment. Et en tout cas, voilà, tout le monde te remercie pour tes informations et la clarté. Tu es même applaudi. Oh, merci infiniment. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir eu la gentillesse de m'écouter. Merci infiniment à Cashbee d'avoir la gentillesse, encore une fois, de m'inviter. C'est toujours un plaisir. Et puis, n'oubliez pas qu'évidemment, on est à votre disposition. S'il faut parler précisément d'une œuvre, etc., je te sers en de très bonnes mains chez nous. Mais surtout, posez la question, interrogez-nous sur la qualité de chacun des investissements. Ils ne sont pas les mêmes. Vos ambitions ne sont pas les mêmes non plus, et en fonction de ça, on vous poussera peut-être un peu plus sur une œuvre plutôt qu'une autre. C'est ce qui va faire que vous serez content avec un portefeuille qui répondra à vos aspirations. Voilà. Écoute, en tout cas, merci à vous tous. Merci à toi encore Arnaud. Et puis à très bientôt.